Qu'est-ce que Sidney Crosby, Mohamed Ali et Annemiek van Vleuten ont en commun? La légende de la boxe Mohamed Ali est décédé le vendredi 3 juin 2016 à l'âge de 71 ans. Il semble évident auprès de la communauté scientifique que les 61 combats professionnels de Mohamed Ali et la survenue précoce de sa maladie de Parkinson, diagnostiquée l'année de son 42e anniversaire, sont des événements interreliés. En janvier 2011, Sidney Crosby subit une commotion qui lui fait rater le reste de la saison. Il revient au jeu seulement le 21 novembre après avoir manqué 20 rencontres. Annemiek van Vleuten a été victime d'une terrible chute dans une descente alors qu'elle filait vers le titre olympique de la course sur route. La Néerlandaise est restée au sol paraissant inanimée. Elle souffre d'une sévère commotion cérébrale. Tous ces athlètes du monde du sport ont été affectés par le phénomène des commotions cérébrales. Cependant, est-il possible de croire que les traumatismes crâniens légers aient pour cible une population plus vaste? En effet, personne n'est à l'abri des commotions cérébrales. Julie, tout comme son patron, sa cousine, son neveu et sa meilleure amie, connaissent ou ont eux-mêmes été touchés par ce type de blessure, souvent banalisée. Aux États-Unis, les jeunes de 12 à 15 ans représentent les principaux cas de commotion cérébrale liés au sport chez les mineurs. Les commotions cérébrales causées par une activité sportive sont loin d'être inhabituelles. En effet, 300 000 cas se produisent annuellement au Canada. Bien que personne ne soit à l'abri des commotions cérébrales, un plus grand nombre de cas sont reportés pour les filles que pour les garçons, et ce, pour des sports similaires. Avant d'approfondir nos connaissances sur la science derrière les commotions cérébrales, il est primordial d'aborder les notions de base du système nerveux. Le système nerveux se divise en deux parties, soit le système nerveux central qui comprend la moelle épinière ainsi que l'encéphale, et le système nerveux périphérique qui contient les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens. La cellule nerveuse, c'est-à-dire le neurone, constitue l'unité fonctionnelle de base du système nerveux. Si nous nous projetons dans la boîte crânienne de Julie, nous y retrouvons son cerveau contenant près de 100 milliards de neurones. Heureusement, ces cellules ont une longévité extrême car elles ne se régénèrent pas, et ce, principalement au niveau du système nerveux central. De plus, elles sont excitables, conduisent l'influx nerveux et participent à la sécrétion de protéines, dont les neurotransmetteurs. Si on s'attarde à la structure du neurone, il se divise en trois grandes parties: le corps cellulaire, l'axone et l'arborisation terminale. Le corps cellulaire, aussi appelé soma, contient les mêmes organites que toutes les cellules du corps humain. Le noyau est l'un d'entre eux. Au péricaryon se rattachent les deux types de neurites, c'est-à-dire un axone et des dendrites. Ces deux prolongements ont pour rôle de propager et de recevoir l'influx nerveux, respectivement. Nous retrouvons sur l'axone trois structures importantes: la zone gâchette, les gaines de myéline ainsi que les nœuds de Ranvier. La zone gâchette est à l'origine de l'axone. C'est à cet endroit que l'influx nerveux est généré. Quant aux gaines de myéline, elles sont composées d'oligodendrocytes. Ces cellules gliales servent à accélérer le passage d'un influx nerveux. En ce qui concerne les nœuds de Ranvier, ils sont les amincissements de la gaine de myéline et permettent la conduction saltatoire. Finalement, au niveau de l'arborisation terminale se trouvent les boutons synaptiques. C'est précisément à cet endroit que quittent les vésicules synaptiques. Voyons ce qui peut occasionner une commotion cérébrale. On utilise la force G afin de décrire la force nécessaire pour causer une commotion cérébrale. Chez l'humain, celle-ci est de 80 à 100 G, un G étant l'accélération d'un objet soumis à la gravité terrestre. Un tel impact équivaut à un véhicule frappant un mur de briques à une vitesse de 60 km/h. Voyons maintenant les étapes neurologiques lors d'une commotion cérébrale. Regardons de plus près la première étape. Suite à un choc à la tête, le déplacement des structures du cerveau dans la boîte crânienne provoque une compression, un étirement ou un cisaillement des axones des neurones.
Cela provoque un déséquilibre au niveau des neurones et enclenche par le fait même une cascade neurométabolique. Allons voir de plus près la première étape de la cascade neurométabolique. Tout d'abord, les axones des neurones atteints vont réagir au traumatisme en ouvrant leurs canaux voltage dépendants à potassium. Cette ouverture provoque alors la sécrétion massive d'ions K+, des neurones vers l'espace extracellulaire. La très grande présence d'ions potassium à l'extérieur des neurones provoque alors un déséquilibre. Ce déséquilibre vient stimuler la libération d'un neurotransmetteur excitateur, soit le glutamate. Le glutamate libéré vient se lier aux différents récepteurs, comme par exemple les récepteurs NMDA et AMPA, qui se retrouvent sur la membrane des neurones. Cette liaison vient alors activer ces canaux, ce qui provoque une augmentation accrue de l'expulsion d'ions potassium vers l'extérieur des neurones. Les ions potassium ne sont pas les seuls ions qui sont impliqués lors d'une commotion cérébrale. En effet, contrairement aux autres récepteurs qui se lient au glutamate, les récepteurs NMDA qui sont liés au glutamate provoquent aussi l'entrée massive d'ions calcium Ca2+ à l'intérieur des neurones affectés. La trop grande quantité d'ions calcium à l'intérieur des neurones peut provoquer l'activation d'enzymes qui brisent les protéines membranaires des neurones. Certaines de ces enzymes produisent des substances qui provoquent de l'inflammation des cellules en plus de produire des radicaux libres. Ces radicaux libres viennent altérer le métabolisme oxydatif qui permet de produire l'ATP nécessaire à la survie des neurones. Il est donc possible de comprendre qu'un important flux ionique est provoqué suite à une commotion cérébrale. Étant donné le flux ionique important, il y a une importante entrée d'eau dans les neurones, ce qui provoque un œdème cérébral. Si l'entrée d'eau est trop importante, les neurones peuvent être gravement blessés et même en succomber. Étant donné les dangers illustrés, les neurones affectés par une commotion cérébrale vont réagir de différentes façons. En effet, les neurones affectés vont réagir en activant des pompes à sodium et à potassium. L'activation de ces pompes vise à pomper les différents ions contre leur gradient de concentration et ainsi tenter de rétablir l'équilibre ionique perdu. Par contre, l'activation de ces pompes demande énormément d'énergie. Afin de répondre à cette demande énergétique, différents processus comme la glycolyse vont être stimulés afin d'augmenter la quantité de glucose dans le sang. Par contre, cette réponse n'est pas sans danger. En effet, l'augmentation importante de la glycolyse libère énormément d'acide lactique, ce qui a comme désavantage de diminuer le pH intérieur des neurones. Cette diminution de pH peut provoquer la dégradation des membranes cellulaires des neurones et mener à la mort de ceux-ci. De plus, suite à une commotion cérébrale, le débit sanguin est plus faible afin d'éviter une hémorragie interne. Par le fait même, l'oxygène et le glucose du sang se retrouvent alors moins transportés au cerveau. Une importante crise énergétique se produit alors dans les neurones, étant donné que les éléments essentiels pour produire l'énergie nécessaire ne sont pas disponibles. Les neurones vont donc réagir en utilisant le peu d'énergie disponible afin d'activer les pompes ioniques et délaissent alors leur fonction première. Puisque les neurones ne remplissent plus leur fonction première et cherchent à survivre, cela provoque alors différents symptômes chez la personne qui vit une commotion cérébrale. Voyons ce que Dr Gagné, omnipraticien, explique concernant les symptômes de la commotion cérébrale. Dans la commotion cérébrale, il y a différents symptômes qui peuvent survenir. Les symptômes physiques, tels que les vomissements, les symptômes cognitifs, troubles de la concentration, troubles de l'humeur, plus grande irritabilité ou humeur dépressive, et un trouble du sommeil, on dort trop ou peu. Si les symptômes persistent moins de 24 heures, la commotion est légère. Si par contre les symptômes persistent plus de 24 heures, les lésions au niveau cérébral sont plus sérieuses. Interrogeons Dr Gagné au sujet des facteurs de dangerosité auxquels il faut prêter attention chez les patients ayant une commotion cérébrale. Certains facteurs aggravants peuvent se rencontrer chez le patient ayant eu un traumatisme à la tête. Par exemple, certains médicaments, les anticoagulants, peuvent rendre un simple coup à la tête beaucoup plus aggravant, beaucoup plus dangereux pour le patient. De plus, le site de l'impact à la tête, en occipital ou en frontal, là, c'est beaucoup plus puissant, alors qu'en temporal, là, c'est beaucoup plus mince et tout juste derrière, il y a l'artère méningée moyenne qui, elle, peut déchirer et provoquer un saignement spontané.
Donc, les médicaments et le site de localisation sont deux facteurs intéressants à reconnaître. Et quels sont les risques d'une seconde commotion cérébrale? À la suite d'une commotion cérébrale, il est important de prendre beaucoup de repos. C'est ce que Julie a fait. C'est ainsi qu'elle a su vivre heureuse et en santé jusqu'à la fin des temps. Cependant, une seconde commotion cérébrale pourrait être tragique pour Julie. Les symptômes préalablement mentionnés par Dr Gagné pourraient persister sur une plus longue période de temps. De plus, il est possible de croire que Julie serait davantage à risque de développer une maladie neurodégénérative, telle que l'Alzheimer, le Parkinson ou encore une démence. Toutefois, les risques de commotion cérébrale ne devraient pas vous effrayer à l'idée de faire du sport. Nous vous invitons donc à rester actifs, mais soyez prudents.